Le 30 octobre 1975, les feuilles de l'automne recouvrent les rues de Belhaven, où les enfants du quartier se préparent à semer le trouble. À Greenwich, à l'époque, la veille de l'Halloween était appelée la nuit des malices. C'était le soir où les enfants se promenaient dans les rues et jouaient des tours aux résidents, comme lancer du papier de toilette ou des œufs sur les maisons. C'est une journée drôlement choisie pour l'arrivée de Ken Littleton, 23 ans, qui accepte un poste de tuteur à la résidence d'une des familles les plus prospères de Belhaven, les Skakel. Ken vient de quitter son emploi de professeur à la prestigieuse école Brunswick à Greenwich. Dès aujourd'hui, en échange d'une chambre, d'un couvert et d'un petit salaire, il enseignera aux enfants des Skakel. Je me suis rendu à Belhaven, au volant de ma fidèle Mustang, et je suis allé cogner à la porte de leur maison. À mes yeux, c'était ce que je pouvais décrire comme une fabuleuse résidence, dans un quartier rempli de fabuleuses résidences. J'étais parmi les moins nantis de la classe moyenne à l'époque. J'avais du mal à croire que je me retrouvais dans cette situation. Ken, qui a été élevé à Boston, n'a jamais vu une ville comme Belhaven. On se dirige vers la péninsule de Belhaven. La ville a été bâtie dans les années 80 pour les familles fortunées et aujourd'hui on y retrouve parmi les gens les plus riches de la planète. Les maisons à Belhaven se vendent habituellement plus de 10 millions de dollars. La plupart d'entre elles sont spacieuses et magnifiques. On arrive à la rue Arthur Rock Drive où habitaient les Skakel. Les Skakel étaient une famille célèbre à l'époque. La maison n'a pas beaucoup changé depuis. En 1975, la maison de style colonial de plusieurs millions de dollars appartient à Rushton Skakel, un cousin des Kennedy. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils étaient les héritiers d'une des plus grandes fortunes personnelles aux États-Unis. Leur grand-père avait fondé la Great Lakes Coke and Carbon Company. Ils avaient des amis influents et ils ne créaient que des problèmes. Les 7 enfants Skakel fréquentent les meilleures écoles et profitent d'une vie on ne peut plus luxueuse. Mais quand leur mère, Anne, meurt du cancer à 42 ans, la famille est profondément ébranlée. Elle était le pilier de la famille. Sans elle, le père, Rushton, a dû élever seul ses enfants. C'était un alcoolique et un parent négligent. Ces garçons créaient toujours toutes sortes de problèmes, que ce soit des batailles ou encore des disputes. C'était le chaos chez les Skakel. Tommy, 17 ans, et Michael, 15 ans, sont les aînés et les moins disciplinés de la bande. Thomas et Michael étaient comme l'huile et le vinaigre. Ils ne s'entendaient pas du tout. Les deux étaient capricieux et caractériels. On pourrait dire que Michael était plus sauvage et moins équilibré, tandis que Thomas était plus explosif. Tommy et Michael ont des problèmes de discipline à l'école et à la maison. C'est la raison pour laquelle le tuteur Ken Littleton est engagé. Je suis entré par la porte de devant. Monsieur Skakel était dans le hall d'entrée. Il avait le visage un peu rouge et il semblait de très bonne humeur. Il m'a souhaité la bienvenue chez lui. La conversation a été assez courte. Ça n'a pas duré plus de 15 minutes. Et tout à coup, j'étais engagé. Monsieur Skakel semblait au comble du bonheur. Il était très heureux d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui acceptait de le débarrasser de sa marmaille indisciplinée. Les adolescents des voisins ne sont pas aussi turbulents. John Moxley, sa sœur Martha et leurs parents viennent d'emménager à Belhaven. On habitait à San Francisco quand mon père s'est vu offrir un poste dans une division de sa compagnie sur la côte Est. C'était une belle ville avec de grandes maisons et de grands terrains. Les gens étaient sympathiques et on habitait sur le bord de l'eau. Nos voisins, les Skakel, nous ont fait entrer dans le club de Belhaven. On pouvait s'y rendre à pied pour jouer au tennis ou faire de la natation. Il y avait un garde de sécurité à l'entrée de Belhaven. On savait qu'il y avait toujours quelqu'un pour surveiller les environs. On se sentait en parfaite sécurité.
Malgré le sentiment de sécurité, John garde toujours à l'œil sa sœur de 15 ans, Martha. On avait une relation frère-sœur typique. On était comme chien et chat, mais on se défendait mutuellement contre le reste du monde. Mais son grand frère n'a pas à s'inquiéter. Martha s'est déjà fait de très bons amis. On était ensemble dans le club de ski, dans le club de l'album de finissant et dans le club universitaire. On organisait des fêtes chez elle, des soirées pyjama et toutes sortes d'activités. On s'amusait beaucoup. C'était génial d'avoir une nouvelle amie. Je connaissais les autres filles depuis plusieurs années, mais Martha était unique. Elle est ici, au centre, le centre de l'attention. C'est moi qui ai pris la photo. Je me prenais pour une photographe amateur. Les garçons comme les filles, tout le monde adorait Martha. Elle était très populaire auprès des garçons. Elle était jolie, pétillante et extravertie. Évidemment, les garçons l'adoraient. C'était une jeune femme adorable, douce et amicale. Elle était toujours bien mise, elle était toujours volontaire, toujours prête à aider et surtout à écouter. Le nouveau cercle de Martha inclut également ses voisins, les Skakel. Quand je lui demandais ce qu'elle avait fait le week-end précédent, elle me répondait parfois qu'elle était sortie quelques heures avec Tommy et Michael, les frères Skakel. Le soir de la nuit des malices, Ken Littleton doit emmener les enfants Skakel au restaurant. Monsieur Skakel était parti à la chasse ou en voyage avec une petite amie. Honnêtement, je n'étais pas vraiment au courant des détails. Il voulait que j'emmène des enfants au restaurant. Alors je me suis préparé le plus rapidement possible et vers 18h30, on est parti pour le Yacht Club de Belhaven. On a très bien mangé. C'était un repas somptueux. Et il ne manquait de rien. C'était la norme pour ces gens-là. Le luxe à profusion. Et je faisais maintenant partie de ces gens riches. À leur retour, Tommy et Michael Skakel rejoignent Martha Moxley et deux autres amis du voisinage. C'était nouveau pour nous, la nuit des malices. Ça n'existait pas sur la côte ouest, ce n'était que sur la côte est. Ken rentre à la maison à 21h, juste à temps pour regarder un film à la télévision. Ce soir-là, c'était la première du film La filière française. Il était présenté à 21h. Je suis allé dans ma chambre pour le regarder. Peu de temps après, Madame Sweeney, la bonne, est venue cogner à ma porte pour me dire qu'elle croyait avoir entendu du grabuge à l'extérieur de la maison. Elle voulait que je sorte pour vérifier ce que c'était. Je n'entendais que les feuilles dans le vent. Honnêtement, ça donnait la chair de poule. Il faisait froid, il faisait noir, et je n'avais ni lampe de poche ni manteau. Alors je suis rentré. À 22h15, Tommy, l'aîné des frères Skakel, est déjà rentré à la maison. Tommy est monté à ma chambre et il m'a demandé s'il pouvait regarder le film avec moi. Ça s'est passé environ 15 à 20 minutes avant la fameuse scène de poursuite de la filière française. Chez les voisins Moxley, Dorothy, la mère de Martha, commence à s'inquiéter. Sa fille n'est toujours pas rentrée. Il était 23h quand ma mère m'a demandé d'aller la chercher. C'est ce que j'ai fait. Ma mère était très inquiète. Mais pas moi. Je n'avais que 17 ans et je me disais que c'était bien la première fois qu'elle se mettait dans le trouble. J'ai décidé de la laisser se débrouiller et de retourner me coucher. À 3h du matin, Martha n'est toujours pas rentrée. Sa mère contacte la police de Greenwich qui envoie une voiture de patrouille à la recherche de l'adolescente. Mais ce soir, à Belhaven, règne un calme inquiétant. À l'aube,
La plupart des résidents de Belhaven ignorent que l'une des leurs a mystérieusement disparu. Mais les principaux concernés, les Moxley, sont affolés. Le lendemain matin, en nous servant un petit déjeuner copieux, Ethel Jones, la cuisinière, nous a demandé si on savait quelque chose au sujet de Martha Moxley qui avait disparu. C'était la première fois que j'entendais parler de cette Martha Moxley. Mais ce ne sera pas la dernière. Ce que Ken ignore, c'est que Martha Moxley est plus près qu'on ne le croit. Quelques heures plus tard, une découverte à quelques mètres de la maison des Skakel changera sa vie pour toujours. À environ 12h15, le 31 octobre, une amie de Martha, appelée Sheila McGuire, a trouvé son corps par hasard. Il était dissimulé sous les branches basses d'un grand pin. Son pantalon était baissé et elle était étendue sur le ventre. Sheila s'est tout de suite rendu compte que Martha avait été victime de violence. J'étais à l'entraînement de football. L'entraîneur est venu me voir pour me dire qu'il se passait quelque chose à la maison et que je devais rentrer. J'ai compris qu'il s'était passé quelque chose d'anormal et je me doutais que ça avait un lien avec Martha. J'ai pris ma voiture et je suis rentré. Arrivé sur Walsh Lane, j'ai vu des policiers partout, du ruban jaune et une ambulance. Je me suis arrêté devant chez moi et je suis entré dans la maison en courant. C'est là que ma mère m'a annoncé que Martha était morte. Le 31 octobre 1975, le calme serein d'un des quartiers les plus riches des États-Unis est soudainement brisé. On l'a appris à la radio. Le corps de Martha Moxley avait été trouvé à Belhaven. Quand on a entendu son nom, ma mère a tout de suite arrêté la voiture. On était sous le choc. Je voulais savoir comment il avait été tué. L'avait-on poignardé? Ou pire encore, je ne pouvais plus bouger. Je ne savais pas comment réagir. Je ne savais plus ce que je ressentais. Les proches de Martha ont du mal à accepter la dure réalité. I don't know what the point of this whole thing was. It really was a scare to a lot of people, and especially in Belhaven, which is really, it's pretty protected, and I don't see how anyone could just hurt anybody like that. It's just too much. C'est ici que Martha aurait traversé la rue, juste devant nous. Le corps a ensuite été traîné sur le côté et à l'arrière de la propriété avant d'être déposé sous les branches du pin. Martha était à quelques mètres seulement de sa maison. Elle pouvait même voir la porte d'entrée au moment de l'agression. L'arme du crime, retrouvée en plusieurs morceaux éparpillés dans la cour, colle parfaitement avec le style de Belhaven. Peu de temps après, d'autres agents sont arrivés pour ratisser les alentours. Ils ont trouvé les morceaux d'un bâton de golf, un fer 6 pour femme. The instrument used in the striking of the Moxley girl was a golf club. We know that. We're looking for the upper, the handle section. Il n'y avait aucun signe d'agression sexuelle. Elle n'avait pas été violée. Mais sa tête avait été brutalement frappée. Le bâton avait été brisé, peut-être délibérément, et avait servi à lui transpercer la gorge. Elle avait aussi un trou en forme de U au-dessus de l'œil gauche. C'était une attaque personnelle. Quelqu'un lui en voulait, mais personne ne savait qui ni pourquoi. I don't think it's somebody who's going to go out and chase any girl he sees on the street and kill them. It's probably somebody who knew her or something. La police estime que Martha a été tuée entre 21h et 23h la nuit précédente. À l'exception des morceaux de bâton de golf ensanglantés, ils ne trouvent aucun autre indice sur la scène de crime. Mais ils apprennent que Martha a passé une partie de la soirée en compagnie des deux garçons Skakel, Tommy et Michael. Lorsqu'ils fouillent la maison de leur père, Rushton Skakel, ils font une découverte des plus importantes. Dans un baril près de la porte arrière, ils ont trouvé un bâton de golf qui semblait provenir du même ensemble que l'arme du crime. Ils ont pu le prouver plus tard. Donc, l'arme du crime provenait de la maison des Skakel. Les enquêteurs ont ciblé les Skakel parce que Tommy était la dernière personne à avoir vu Martha en vie.
Ken confirme à la police que Tommy est rentré à la maison aux environs de 22h15. Il agissait normalement. Il n'y avait rien d'anormal dans son comportement. Je n'ai rien vu qui aurait pu indiquer qu'il venait de tuer une jeune femme. Mais en investiguant davantage, les enquêteurs trouvent des failles dans la version des faits de Tommy. Dans sa déposition, Tommy a dit que Martha était rentrée à la maison pour travailler sur une rédaction au sujet d'Abraham Lincoln. Mais à l'école, ils n'ont trouvé aucune preuve d'un devoir à faire sur ce sujet. Aucun professeur ne pouvait l'expliquer. Ils en ont conclu que Tommy mentait. Et comme il avait un tempérament violent, Tommy a fini par devenir le suspect principal. Le journal intime de Martha devient une preuve tangible. Martha tenait un journal intime dans lequel elle mentionnait Tommy. Elle disait qu'il lui faisait des avances et qu'il devenait de plus en plus insistant. Tommy serait-il impliqué? Dans les jours suivant le meurtre, les enquêteurs interrogent Tommy au poste de police. Je n'avais que 17 ans. J'étais encore un peu naïf. Je ne comprenais pas pourquoi Tommy avait besoin d'un avocat. Ils ont fait passer un polygraphe à Tom Skakel. Il était épuisé à ce moment-là. Il a échoué. Je ne sais pas si c'était un réel échec, mais ils ont décidé que c'était non concluant. Ils lui ont fait repasser et c'était une réussite. La police suspecte également le petit frère de Tommy, Michael. Michael disait qu'il était parti reconduire un cousin à la maison avec deux de ses frères à 21h30. Alors si le meurtre avait eu lieu à 21h, comme plusieurs le pensaient, moi y compris, il ne pouvait pas être sur les lieux. L'alibi de Michael est confirmé. L'enquête ne débouche nulle part. Pendant plusieurs mois, le soleil se lève et se couche sur Belhaven, et le meurtrier est toujours en liberté. Ken Littleton s'installe confortablement dans sa nouvelle vie luxueuse. Des cuisiniers, des côtelettes d'agneau, des steaks, des côtelettes de porc, des voyages de ski, des voyages de chasse, des voyages de golf, et le tout en première classe. Ça n'arrêtait jamais. On aurait dit que l'argent poussait dans les arbres. C'était le secteur le plus riche de la ville la plus riche des États-Unis. Mais la fête se termine le printemps suivant, en 1976. Les enfants indisciplinés de Rushton Skakel ont enfin raison de Ken Littleton. Tommy et Michael échouaient à leur cours. J'ai été remercié. Et ça tombait bien, parce que j'avais l'intention de démissionner. Je ne supportais plus l'atmosphère tendue qui régnait chez les Skakel. Après son départ, Ken rejoint un groupe d'amis pour un week-end sur les plages de Nantucket. Mon voyage à Nantucket était la décision la plus stupide de toute ma vie. On était à l'été 76 et c'était la folie partout. On passait nos journées à s'amuser. On se promenait d'un yacht à l'autre pour faire la fête. Ken en profite pour se défouler. Mais il va trop loin. J'ai volé la statue d'Atlas. Elle faisait 1,20 m et 130 kilos. Je l'ai traînée jusqu'à ma chambre au 2e étage. Quand je me suis réveillé le lendemain, je ne comprenais pas pourquoi j'avais fait ça. Le 2e soir, j'ai lancé un bloc de béton à travers la vitrine d'une boutique de souvenirs. Ce n'était pas très brillant de ma part. Je me suis retrouvé au poste de police avec 2 chefs d'accusation d'entrée par effraction et un chef d'accusation de vol au 1er degré pour la statue. C'est la première et dernière fois que je prenais de la cocaïne. J'ai appris ma leçon. Je l'ai payé cher. Ken est condamné à une peine de 5 ans avec sursis pour vol au 1er degré. Mais ce n'est pas tout. Son comportement attire l'attention des autorités de Belhaven.
Juste parce que je venais de me faire arrêter à Nantucket, les enquêteurs de Belhaven étaient tout à coup sur mon cas. Un an après le meurtre sordide de Martha Moxley, les autorités de Belhaven n'arrivent toujours pas à résoudre le mystère. Lorsque Ken Littleton, l'ancien tuteur des voisins des Moxley, est accusé d'un crime sous l'influence de la drogue à Nantucket, l'événement ne passe pas inaperçu. Juste parce que je venais de me faire arrêter à Nantucket, les enquêteurs de Belhaven étaient tout à coup sur mon cas. Ils trouvaient curieux que je sois arrêté pour entrer par effraction. Les policiers qui enquêtaient sur le meurtre de Martha Moxley considéraient les actions de Ken Littleton comme suspectes. Ken tente de reprendre sa vie en main avec un nouvel emploi d'enseignant dans une école privée de New Canaan, à 30 km de Belhaven. Les enquêteurs de Greenwich sont entrés en contact avec le directeur de l'école St. Luke. Ils voulaient l'avertir qu'il y avait un homme suspecté de meurtre parmi leurs employés. Ils ont fait comprendre au directeur qu'ils feraient tout en leur pouvoir pour me faire expulser. Alors j'ai perdu mon emploi. Au début, Ken refuse de coopérer. Quand il accepte finalement de se faire interroger, les enquêteurs sont déçus. Ils n'arrivaient pas à l'impliquer dans le meurtre. Il n'avait pas de mobile. Ken disait ne jamais avoir entendu parler de Martha avant l'incident. C'était très probable. Bien que de forts soupçons pèsent sur Ken, l'enquête est une fois de plus dans une impasse. Sans arrestation et sans piste concrète, la police abandonne. En 1980, le journal local The Greenwich Time engage un journaliste du Newsday à Long Island pour tenter de trouver une fissure dans ce mur de silence. Peu de médias ont découvert cette histoire. En lisant quelques articles, je suis tombé sur la rumeur selon laquelle une famille riche était impliquée, mais qu'elle refusait de coopérer avec la police. Il s'agissait de la famille de Rushton Skakel. Rushton était le frère d'Ethel Kennedy. Levitt dépose une demande d'accès à l'information pour finalement obtenir une copie du rapport de police. Il se rend vite compte que l'enquête a été mal gérée depuis le début et que les enquêteurs ont fait plusieurs erreurs fondamentales, y compris la façon dont ils ont approché les deux frères Skakel. C'était comme s'ils marchaient sur des œufs avec les Skakel. Ça devait être à cause de leur argent ou de leur influence. Quand ils ont trouvé le deuxième bâton de golf chez les Skakel, ils auraient dû fouiller la maison en profondeur à la recherche de vêtements ensanglantés. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont jamais obtenu de mandat pour fouiller la maison des Skakel. Ils auraient dû interroger séparément chaque individu qui se trouvait dans la maison le soir du meurtre, leur faire signer une déclaration écrite et comparer les déclarations à la recherche de contradictions. Mais ils ne l'ont pas fait non plus. Dès le premier jour de l'enquête, ils auraient dû réaliser que c'était trop pour eux et contacter la police d'État. C'était naïf de penser qu'ils pouvaient résoudre cette affaire juste parce que c'était sur leur territoire. Toujours en deuil, la famille Moxley décide de s'installer à Manhattan. Après le meurtre de ma sœur, la maison était devenue beaucoup trop grande. On ne pouvait plus rester là. Il fallait qu'on parte. Malgré leur grande fortune et leur influence considérable, les Skakel sont au comble du malheur. Les parents devaient savoir que leurs enfants consommaient de l'alcool et de la drogue, mais pas au point où c'en était. La drogue et l'alcool étaient très présents à Greenwich, surtout à Belhaven. Et surtout chez le camarade de classe de Martha, Michael Skakel. À 17 ans, 2 ans après le meurtre, il devient hors de contrôle. Le père de Michael l'envoie dans une école dont les techniques de modification du comportement sont controversées. Un endroit qui utilise des mesures extrêmes pour amener les jeunes en difficulté sur le droit chemin. Un remède sévère pour un enfant indiscipliné. L'école Elan était dirigée par un ancien toxicomane appelé Joe Ritchie. C'était une école stricte et austère. Son but était de dompter les cas les plus graves. C'était la méthode dure. Ça se voulait de l'amour, mais c'était mal placé. Tommy a aussi des problèmes. Il est envoyé en pensionnat au Vermont, mais il est rapidement expulsé pour ses mauvaises notes.
un problème commun chez les jeunes riches de Belhaven. La première génération était travailleuse. Ils passaient beaucoup de temps à se divertir, mais ils travaillaient très fort. La génération suivante n'a malheureusement pas hérité de cette ambition. Cette seconde génération ne voulait que profiter de la vie et s'amuser, souvent à l'extrême. La classe supérieure a commencé à se détériorer au point où les problèmes des riches commençaient à ressembler aux problèmes des pauvres. On parle ici de parents absents, d'abus de drogue et d'alcool, et d'une dysfonction généralisée à l'intérieur de la famille. J'ai rencontré plusieurs de ces cas à Belhaven en enquêtant sur cette histoire. Plus le journaliste Len Levitt avance dans son enquête, plus il est convaincu que les frères Skakel sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans la mort de Martha. Mais la famille de la victime est confrontée à l'une des familles les plus influentes du pays. La famille Moxley n'était pas sans ressources. David Moxley provenait de la classe moyenne, mais il était travailleur et brillant. Il a eu beaucoup de succès. Malgré tout, il était impuissant sous le poids des forces qui pesaient sur lui. Ses voisins à Belhaven se sont rangés du côté des Skakel. Toute la ville les défendait. Pourtant, c'était évident pour tout le monde que les frères Skakel étaient probablement impliqués dans le meurtre. Len Levitt rédige un article en 1981 dans lequel il dénonce les faiblesses de l'enquête policière. La vérité au sujet du meurtre de Martha pourrait être enfin révélée, mais le journal refuse de l'imprimer. Je n'ai jamais compris pourquoi ils avaient refusé de l'imprimer. Les gens me disaient que les Skakel ou les Kennedy avaient peut-être fait pression sur eux, mais je ne pense pas que c'était le cas. C'était probablement une décision bureaucratique prise à l'interne. Il y avait une sorte de timidité dans l'air à propos de cette affaire. On ne voulait pas écrire ce dont on n'osait pas parler, pour éviter de s'attirer des ennuis. L'article de Levitt est enterré. La vie de Tommy, de Michael et du reste de Belhaven reprend son cours, jusqu'à ce que l'odeur du sang frais attire la police dans une toute nouvelle direction. C'est vous qui l'avez tué. Il criait « Vous avez tué Martha Moxley !» Le meurtre sordide de Martha Moxley demeure irrésolu pendant 16 ans. Le reportage choc, qui pourrait donner un second souffle à l'enquête, est rapidement enterré. La justice, semble-t-il, n'a aucun moyen de triompher, jusqu'à maintenant. En 1991, ils ont enfin publié le reportage. Le Greenwich Time a probablement décidé de céder à la pression à cause de l'article du New York Post qui dénonçait leur refus de publier le reportage. Ils devaient s'excuser publiquement et c'était mauvais pour leur réputation. En quelques semaines, les autorités du Connecticut annoncent la réouverture du dossier. La police de Greenwich a cédé la responsabilité de l'enquête au bureau du procureur de l'État du Connecticut. Mais le procureur d'État fait dévier l'enquête dans une direction surprenante. L'enquêteur en chef de l'État a décidé qu'aucun des membres de la famille Skakel n'était coupable. Il en est venu à la conclusion que le tueur était un précepteur qui avait emménagé dans leur maison le soir du meurtre. En 1991, la vie de Ken Littleton vient de basculer. Sa femme l'a récemment quitté. Je lui ai laissé la garde des enfants. Je savais que c'était ce qu'il y avait de mieux pour eux. Elle a déménagé avec eux au Canada. C'était une période très difficile pour moi. C'était la confusion totale. J'avais recommencé à boire. La dépendance de Ken à l'alcool semble masquer un problème de santé mentale sérieux. J'ai été diagnostiqué bipolaire dépressif. Le côté dépressif vient de ce qui m'est arrivé. C'est dans ce moment de faiblesse que les autorités du Connecticut entrent en contact avec lui, en partie à cause de son comportement à Nantucket quelques années plus tôt. Un des enquêteurs de l'État était convaincu que le suspect numéro 1 devait être Ken Littleton. C'était Jack Solomon. Jack était convaincu que Ken était le tueur. Pour prouver sa théorie, il sollicite l'aide de l'ex-femme de Ken pour qu'elle lui tende un piège. La police a organisé une rencontre entre Ken et son ex-femme dans une chambre d'hôtel mise sous écoute. Son ex-femme, Mary Baker, devait lui dire quelque chose comme «
Tu te souviens quand tu m'as avoué que tu l'avais fait, tu étais complètement saoul, et tu l'as avoué. La police voulait lui faire croire qu'il avait déjà avoué son crime, dans l'espoir qu'il en parle davantage, et que ce soit assez pour le coincer avec cette vraie confession. Mais, quand Mary Baker lui a dit qu'il lui avait avoué son crime, Ken a catégoriquement nié l'avoir fait. Il a dit « Mais de quoi tu parles ?» Le piège ne fonctionne pas. Toujours dans l'ignorance de l'opération, Ken est appelé pour un autre interrogatoire. J'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait pour les aider à résoudre l'affaire. J'étais prêt à coopérer avec eux, même s'ils voulaient m'interroger sans la présence d'un avocat. Je leur faisais confiance. C'était une erreur. Je ne pouvais pas savoir. J'ai vite compris que c'était moi le suspect. Ils m'ont interrogé de façon acharnée pendant 3 ou 4 jours. Je ne savais même plus combien de temps ça faisait. C'était terrible. Je me souviens qu'ils m'ont préparé pour un détecteur de mensonges. Ils m'ont branché sur la machine avec tous ces fils autour de moi. Et ils m'ont fait attendre entre 45 et 60 minutes. Tout ce temps-là, assis et branché. Je me souviens que j'ai échoué au premier test. Ils m'ont rebranché pour un deuxième test. Et j'ai encore échoué. Et tout à coup, Jack Solomon est sorti de son petit cubicule derrière la vitre. « C'est vous qui l'avez tué !» Il criait. « Vous avez tué Martha Moxley. Avouez-le. Avouez-le, Kenny. Vous avez tué Martha Moxley. » Je lui ai seulement répondu de me foutre la paix, dans des termes un peu moins polis. L'État du Connecticut est resté accroché pendant 3 ans à la théorie selon laquelle Ken Littleton était le meurtrier de Martha Moxley. Martha Moxley a été frappée à mort avec un bâton de golf. Elle a reçu de 10 à 15 coups sur la tête. Dans la police, c'est ce qu'on appelle un cas de force excessive. Et ça implique que c'était une attaque personnelle perpétrée par quelqu'un qui connaissait Martha Moxley. Mais Ken Littleton n'avait jamais rencontré ou même aperçu Martha avant le meurtre. Il n'avait aucun mobile. Ken Littleton refuse d'avouer quoi que ce soit. Jack Solomon n'a d'autre choix que de le laisser partir. J'ai coopéré pendant un bout de temps et j'ai finalement laissé tomber. Je n'avais plus aucun respect pour lui après ce qu'il m'avait fait subir. Toujours en manque de preuves tangibles, l'État se tourne vers la science judiciaire pour faire avancer l'enquête. Par pure coïncidence, un des experts judiciaires les plus reconnus dans le monde travaille à seulement 1 heure de route de Belhaven. Le chef de la police de Greenwich m'a contacté pour faire partie d'une équipe spéciale qui avait pour but de réexaminer le dossier. J'étais responsable d'examiner la scène de crime et de réexaminer toutes les preuves collectées. Avec les nouvelles méthodes d'analyse judiciaire, l'enquête avait des chances de progresser. Tout Greenwich sait maintenant que le fameux Dr. Lee réexamine le dossier Moxley. Il s'attarde surtout à l'analyse de l'ADN présent sur les échantillons de vêtements et de cheveux, ce qui n'était pas possible en 1975. Tom Skakel a maintenant 34 ans. Il est gestionnaire de fonds en Nouvelle-Angleterre. Michael Skakel a 32 ans. Il ne consomme plus d'alcool ou de drogue depuis 10 ans et il est maintenant champion mondial de ski. En 1988, il fait même partie de l'équipe olympique. Mais si les 2 frères sont impliqués dans la mort de Martha et que les analyses d'ADN le prouvent, leur petite vie parfaite est sur le point de s'écrouler. Leur père, Rushton Skakel, semble redouter cette possibilité. Rushton Skakel a décidé d'engager des détectives privés pour soi-disant défendre l'honneur de la famille. Tommy a été interrogé par les enquêteurs privés engagés par sa famille le 7 octobre 1994. Il avait été averti que Henry Lee était en train d'analyser les preuves trouvées sur la scène de crime. Durant cette entrevue, Tommy n'a pas donné la même version des faits. Il prétendait maintenant avoir eu une relation de nature sexuelle avec Martha
le soir du meurtre. Ils se seraient masturbés mutuellement jusqu'à l'orgasme. Ce n'est pas étonnant que sa version des faits ait changé subitement. Il savait que l'analyse d'ADN était maintenant en jeu. C'est pour ça qu'il a choisi de révéler cette partie de l'histoire. Tommy n'est pas le seul à changer sa version des faits. Michael aussi a avoué avoir menti aux policiers en 1975 au sujet de ses déplacements le soir du meurtre. Il leur avait dit qu'il était allé chez ses cousins, les Terrians, qu'il était revenu vers 22h30 et qu'il était allé se coucher. Maintenant, il disait au détective privé qu'il était revenu à 22h30, mais qu'il était ressorti. Il disait avoir marché jusqu'à la maison de Martha. Il avait grimpé dans un arbre près de sa fenêtre, il s'était masturbé en la regardant, et il était revenu en passant devant ce qui allait devenir la scène de crime. Il y a lieu de se demander pourquoi il a décidé de révéler cette seconde partie de l'histoire qu'il avait cachée aux policiers à l'époque. Est-ce que c'était vraiment à cause de l'ADN? Ces aveux surprenants ne font que brouiller les pistes. Les deux frères Skakel prétendent que leur ADN est sur la scène du crime. Mais disent-ils la vérité? Qui essaie de protéger qui? Malheureusement, les preuves trouvées sur la scène de crime ne fournissent aucune réponse. Beaucoup d'erreurs ont été commises sur la scène du crime. Des preuves importantes n'ont jamais été ramassées. L'analyse est plus compliquée quand on n'a pas une vue d'ensemble. Le travail bâclé des premiers enquêteurs sur la scène de crime continue de nuire à l'enquête. Les tourments de Ken semblent n'avoir aucune fin, mais l'affaire est sur le point de déboucher et Ken Littleton sera présent pour témoigner dans le dossier de Martha Moxley. Il a déchargé sa colère sur Martha. C'était de la jalousie, le mobile classique. Un meurtre non résolu assombrit le ciel du quartier le mieux nanti des États-Unis et la vie du suspect principal, Ken Littleton. Pendant ce temps, le meurtrier de Martha Moxley est toujours en liberté. Enfin, 23 ans après la mort de Martha, un nouveau procureur d'État convoque exceptionnellement un grand jury composé d'un seul membre pour examiner les preuves. Le suspect de longue date, Ken Littleton, est appelé à témoigner, mais il n'est plus considéré comme un suspect. Je me souviens que j'étais très confiant. Je savais que j'avais la force de me présenter en cour et de me tenir droit devant l'homme qui, à mon avis, avait commis le meurtre. Dans mon cœur, je savais que c'était lui. S'agit-il de Michael Skakel? À 38 ans, il vient d'avoir son premier enfant, mais il n'avait que 15 ans au moment du meurtre. Sa nouvelle version des faits le plaçait là où on savait que le corps de Martha était déjà sur les lieux. Les récentes analyses judiciaires des anciennes preuves ne révèlent aucun ADN. Mais un simple reportage sur des crimes réels, diffusé en 1996, fournit de nouveaux témoignages. L'information la plus incriminante provient du séjour de Michael à l'école Alan. Parmi les éléments les plus importants de l'enquête, il y avait les nombreux appels d'anciens camarades de classe de Michael. C'étaient des gens qui avaient fréquenté en même temps que Michael cette école de modification du comportement dans le Maine. Avec ces nouveaux témoignages, toute l'enquête prenait une autre tournure. Les éducateurs et les autres élèves de l'école ont essayé de faire avouer à Michael qu'il avait tué Martha Moxley. Un des témoins se rappelle que Michael devait porter autour de son cou un écriteau sur lequel était écrit « Demandez-moi pourquoi j'ai tué ma voisine Martha Moxley ». Durant une de leurs rencontres, Michael aurait apparemment avoué sous la contrainte avoir commis ce meurtre. Dans l'intimité, parfois les autres lui demandaient ce qui s'était réellement passé. La réponse qu'il donnait le plus souvent était qu'il ne se souvenait pas, que c'était soit lui, soit son frère. Il disait qu'ils étaient tous les deux intoxiqués et qu'ils ne se souvenaient de rien. Devant le grand jury, Ken Littleton témoigne du comportement violent et sadique de Michael à l'âge de 15 ans.
Je jouais au golf avec Tommy et Michael au Greenwich Country Club. Tommy et moi, on faisait équipe. On était derrière Michael. Rendu sur le tertre de départ du dernier trou, Tommy et moi, on a remarqué quelque chose qui nous a levé le cœur. C'était un petit ami à mort, frappé à plusieurs reprises par un bâton de golf. Il avait les 4 pattes écartées et épinglé au sol par des tis. Michael était sur la terrasse. Je lui ai demandé si c'était lui qui avait fait ça. Et il a répondu, oui. Qui d'autre aurait pu faire ça à Kenny? Il était dangereux. Il ne reste plus qu'à prouver le mobile. Le journal intime de Martha pourrait fournir la preuve finale. Elle a écrit, je crois que c'était en septembre, que Michael se comportait comme un con. Elle a terminé en disant qu'elle devait arrêter de se rendre chez eux, en parlant des Skakel. Les procureurs soupçonnaient principalement Michael parce qu'il avait le mobile le plus plausible et le plus facile à expliquer. Selon leur théorie, Michael était resté à la maison ce soir-là. Il ne s'était pas rendu chez son cousin. Il était resté pour espionner Martha et Tommy, la fille qu'il aimait et le frère qu'il détestait. Comme il ne pouvait pas s'en prendre à son frère, il avait déchargé sa colère sur Martha. C'était de la jalousie, le mobile classique. C'était la théorie des procureurs. 26 ans après le meurtre sanglant, le fils d'une des familles les plus prestigieuses de Belhaven est poursuivi en justice. La plupart des preuves sont circonstancielles, mais assemblées, elles peignent un portrait horrifiant de l'accusé. Au milieu du procès, je pensais qu'il ne serait jamais trouvé coupable. Les pièces du casse-tête ne semblaient pas s'agencer. Mais dans une sommation magistrale, le procureur Jonathan Benedict a réuni toutes les preuves d'une main de maître et il les a enfilées comme un collier parfaitement ajusté. À la fin du procès, ma mère et moi étions convaincus qu'il était coupable, tout comme le jury. Michael Skakel est déclaré coupable et condamné à 20 ans d'emprisonnement. Je ne l'aurais pas condamné. Ce n'est pas que je le crois innocent, c'est plutôt qu'il existait encore un doute raisonnable. Les preuves des procureurs n'ont pas réussi à me convaincre à 100%. C'est une victoire douce amère pour la famille Moxley. Le verdict n'était pas vraiment une victoire. Et c'était encore moins une raison de célébrer. En tant que chrétien, je veux lui pardonner. Mais en même temps, je veux aussi qu'il soit puni. En 2016, après plusieurs années de procédure juridique, la condamnation de Michael Skakel est maintenue. Les Skakel étaient protégés. C'est ce qui arrive quand on a beaucoup d'argent, de pouvoir et d'influence. C'est terrible. On ne saura jamais ce qui s'est réellement passé ce soir-là, à moins bien sûr d'un aveu complet et sincère. Si je devais dire quelque chose à Michael, ce serait que la vérité est libératrice. Il vit avec ça depuis si longtemps. Tant qu'il n'avouera pas la vérité, il ne sera jamais libre.